Bienvenue sur le podcast traditionnel, le podcast qui tente d'aider les couples à placer le curseur entre vie familiale, vie de couple, équilibre financier et professionnel, mais surtout à rester alignés avec leurs valeurs. L'objectif assumé de ce podcast est de remettre en lumière et au goût du jour le modèle familial traditionnel, accusé d'être à l'origine de tous les maux, alors qu'il devrait nous évoquer avant toute chose l'amour inconditionnel, l'entraide et le partage. Nous avons tous besoin d'une famille. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui comme hier, lorsqu'elle manque ou qu'elle est dysfonctionnelle, pour utiliser un terme à la mode, c'est toujours la blessure mère de toutes les autres. Ces femmes et ces hommes que vous allez entendre au fil de ces épisodes ont choisi de placer la famille au cœur de leur vie comme un ancrage immuable autour duquel s'articule tout le reste. Là où on nous enjoint à ne capitaliser que sur nous-mêmes, à constamment assurer nos arrières, y compris contre notre conjoint, parfois même aux dépens de nos enfants. Le but n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, que vous travailliez ou que vous soyez au foyer, que vous soyez en couple ou célibataire, parents ou non, tout le monde peut se retrouver dans les histoires que vous allez entendre ou nourrir ses propres réflexions. Je m'appelle Alicia, je suis une épouse et une mère comblée et je vous souhaite la bienvenue sur Traditionnel. Bonjour Laurie. Bonjour, Alicia. Alors, Laurie, est-ce que tu peux te présenter à nous ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Laurie, j'ai 33 ans. Ça fait bientôt 16 ans que je suis en couple et j'ai 2 enfants, un garçon de bientôt 7 ans et une petite fille de 2 ans. Ok. Tu travailles aussi ? Je travaille, je suis assistante commerciale externalisée, donc à temps partagé. Ok. Donc pour resituer, Laurie, donc toi et moi, on est amis d'enfance, d'où les petits rires en intro parce que ça fait très bizarre de se retrouver comme ça avec un truc fort belle. Mais voilà, c'est ça. Donc on est amis d'enfance, on a été dans les mêmes établissements jusqu'à la fin du lycée et on a monté une entreprise de livraison de plateaux repas éco-responsables qu'on a ouvert en 2018 et qu'on a fermé en 2021. Principalement du fait du Covid et des confinements successifs, mais on a un passif professionnel ensemble en plus de notre amitié. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais dans la vie ? T'as commencé à l'évoquer, mais un peu plus en détail, et de comment tu articules ça avec ta vie de famille ? Alors, du coup, je suis, comme j'ai dit, assistante commerciale indépendante. Je travaille actuellement avec 4-5 clients réguliers. Je travaille le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je travaille pas donc le mercredi et les week-ends. Principalement, je fais de la saisie de commande, de l'ADV, donc de l'administration des ventes, l'envoi d'offres de prix, de la gestion de SAV pour des petites structures. Je travaille essentiellement avec des agents commerciaux indépendants eux aussi et pour plusieurs marques. Voilà. Pour l'organisation, comme je l'ai évoqué, je travaille pas le mercredi et les week-ends. Je garde ces moments-là pour mes enfants et puis pour l'organisation de la maison et du foyer. J'essaye de ne pas empiéter sur ce temps-là qui est précieux et qui nous permet d'avoir un bon équilibre pro-perso et sur l'organisation. Ouais, on a un peu la même construction de notre temps professionnel. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, les enfants sont gardés ou à l'école. Et après, ça nous permet de travailler sur ces temps-là. Et les vacances, on fait comme on peut. Alors, c'est vrai que moi, je dépose les enfants le matin. Alors, on part tôt. Et on récupère tout le monde à 17h30. Mon conjoint, en retour, récupère le grand à l'école. Et moi, je récupère ma petite à 17h30. Ça fait quand même des bonnes journées de travail. Mais ce qui me permet, moi, de vraiment, une fois que j'ai récupéré tout le monde à 17h30, 18h, de couper le boulot et voilà, de remettre ma casquette maman et de pallier à ça. Oui, puis en fait, cette articulation avec 2 jours, coupure 2 jours, je trouve que ça te laisse le temps de travailler, mais en même temps, déjà le mardi soir, quand tu vas te coucher, tu sais que le lendemain matin, t'as pas besoin de lever personne, que tu vas avoir le temps aussi de t'occuper de ta maison, des enfants qui vont pouvoir avoir un rythme plus cool, et ça change complètement ta perception des autres journées, même si elles sont parfois un peu plus costauds, quoi. Je suis d'accord. Toi, tu avais, je crois, quand on a fini du local au bocal, toi, tu avais été mercredi quand tu t'es retourné dans le salariat, et déjà, tu me disais que c'était trop cool d'avoir ces mercredis. Moi, je l'avais jamais expérimenté et en fait, tu pars un peu là-dessus parce que les enfants n'ont pas école et que c'est plus pratique que de les faire garder ou autre.
Et en fait, je pense que j'apprécie autant que maintenant les mercredis finalement. C'est vraiment effectivement le mardi soir, tu sens que t'as ta coupure dans ta semaine et tu redémarres le jeudi un peu. Ouais, t'as pris ta dose en fait de repos où t'as vraiment coupé et ça fait du bien. Voilà. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais toi, en fait, tu as été à ton compte comme moi à partir de 2022. Oui. Ouais, j'ai dû attaquer en août 2022, il me semble, juste avant d'accoucher la petite. Parce que donc on a fermé l'entreprise en 2021 et ensuite il y a eu une année de salariat pour toi en plein temps. Oui. Ouais, je suis retournée bosser là où je travaillais avant d'ouvrir du local au bocal et j'ai rattaqué en temps plein déjà parce que normalement c'était même 39 heures mais moi j'avais négocié un 35 heures, je voulais pas travailler les vendredis après-midi et j'ai rattaqué en temps plein et voilà, ça s'est fini au bout de 9 mois. Ouais, ça t'a pas convaincu comme rythme. Non, je pense que quand on a goûté aussi à l'indépendance c'est difficile de repartir sur une structure qui en plus, alors je m'entendais très bien avec mes collègues, clairement j'étais pas malheureuse, hein, mais qui était inflexible en termes d'organisation et qui avait malgré tout une organisation assez arriérée un petit peu dans sa façon de gérer ses salariés, on va dire, qui n'est pas flexible, ça manquait de flexibilité, on va dire, sur l'organisation et moi j'avais déjà mon grand, ça allait, mais quand je me projetais avec 2 enfants, en fait, je me suis dit que c'était pas. Je voyais mes collègues qui étaient des fois maman seules avec deux enfants qui galéraient et qui devaient justifier la moindre absence. Je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que quand on a goûté à une flexibilité d'être à son compte ou pas, parce que donc moi après du local au bocal, j'ai fait 1 mois dans une structure et puis ça n'est pas allé. Mais après, j'ai fait quelques mois chez une fleuriste. Je faisais principalement de l'administratif et de la gestion d'une boutique à temps partiel. Et c'est vrai que ce rythme-là était chouette. Alors bon, financièrement, c'était un petit peu compliqué. C'est ce qui m'a aussi poussé à me mettre à mon compte. Et puis, quand ça s'est fini dans cette entreprise-là, à basculer complètement à mon compte. Mais c'est vrai que je trouvais aussi cette articulation intéressante avec un travail salarié, mais avec un nombre d'heures limité. Je sais combien je faisais, mais je dirais 20 heures comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal. Alors après, il y a toujours la question des week-ends quand t'es en boutique et voilà, mais... Après, ça, tu sais que ça fait partie du jeu, mais je sais que la petite année là, de salariat que j'ai fait, c'est sûr que la flexibilité m'a clairement manqué. En fait, quand tu l'as pas connu, moi j'ai été salariée quand j'ai eu le petit, donc je savais, hein, je travaillais en 35 heures. C'est moi qui le déposais, qui le récupérais parce que à l'époque mon conjoint faisait beaucoup de déplacements. Clairement t'as pas le choix, hein, donc tu te dis que c'est un peu la vie de tout le monde, donc tu mets ta cape et t'y vas. Par contre, quand tu as goûté à une autre organisation et ne pas être toujours en fait dans le vite et il faut le faire parce que en fait moi dans 2 minutes il faut que je sois au travail, etc. Et que si en fait pendant tant de jours j'arrive avec 2 minutes de retard, déjà je m'auto-stresse, hein, il n'y a pas besoin qu'on me le dise, mais ça c'est pas fluide pour moi et je vais subir la situation. Quand on n'a plus connu ça, c'est vrai que c'est difficile de revenir en arrière. Est-ce que ça a toujours été une volonté de privilégier cet équilibre ou est-ce que tu as eu un déclic ? Alors, je sais pas si ça a toujours été une volonté. Je pense que c'est clairement l'arrivée des enfants fait beaucoup. Je me suis jamais trop posé la question de me mettre à mon compte pour être plus indépendante ou flexible en n'ayant pas d'enfants. En ayant les enfants, c'est clair que ça rentre clairement dans l'équation. Et après, à côté de ça, personnellement, je pense que ça fait partie de mes valeurs et de mes moteurs. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai de la flexibilité, de l'autonomie et de la liberté, je fonctionne mieux et je subis moins les situations. Donc, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi et qui le sont encore plus maintenant que j'ai une famille et que, il faut s'occuper d'eux. Et je pense que l'arrivée de la deuxième a fait que j'ai repensé, on va dire, mon modèle de travail autour de ça.
ça a fait partie de la prise de décision. Parce que après qu'on ait fermé du local au bocal, je me suis dit je vais jamais retourner je vais jamais remonter une boîte. On est content de retourner dans le salariat, d'avoir sa fiche de poste et de entre guillemets d'avoir le salaire qui tombe tous les mois sans te poser de questions, parce que ça c'est aussi une charge mentale d'être à son compte. Ouais, c'est clair. Mais à côté de ça, en fait, quand j'ai tout mis dans la balance, je me suis dit que mon épanouissement professionnel, ma flexibilité et la liberté que je pourrais avoir avec mes enfants passer forcément par une activité voilà, en étant chef d'entreprise. Ça c'est la situation, la prise de décision c'est un peu imposé par rapport à tout ce que j'avais besoin pour être équilibrée dans ma vie et pour pouvoir vivre sereinement. Comment tu te voyais toi avant d'avoir des enfants, plus jeune? Quel type de vie professionnelle te faisait envie? Alors, j'ai fait une école de commerce, donc on t'a dit que t'allais gagner des millions on t'a pas dit ce que ça impliquait. Non, je me suis jamais projetée à aller travailler à Paris ou à Lyon comme une working girl, mais je pense que clairement c'est un peu l'image qu'on voit, c'est-à-dire que je me suis jamais vue prendre un mi-temps ou un 80%, clairement pas. Je me voyais plutôt alors je pense que j'avais en sortie d'école j'étais dans ce truc là où dire non de toute façon je vais prendre un poste à temps plein, je vais gravir les échelons dans une entreprise et ça ira bien, c'est ce qui va se passer. Et en même temps dès le départ en fait j'ai jamais pris de poste à responsabilité, et à chaque fois que j'aurais pu en prendre je les ai jamais pris. Donc je pense que mon épanouissement professionnel ne passe clairement pas par le niveau de poste que j'aurais pu exercer ou que j'exerce à l'heure actuelle, mais plutôt par la qualité de ce que je fais et de vraiment me mettre au centre des décisions. Mes moteurs. Par exemple, moi j'aime toucher à beaucoup de choses. Donc, par exemple, je me suis jamais projetée de travailler dans une énorme entreprise parce que le côté touche à tout de pouvoir t'intéresser à tout et de prendre part à tout, c'est quand même très propre aux petites entreprises. Donc comme beaucoup, j'ai essayé. Je suis allée dans des groupes, je suis allée dans un gros groupe. J'ai bien vu qu'il y avait beaucoup plus de politique qu'autre chose et clairement ça m'a pas plu. Je suis partie. Et pareil, derrière j'ai fait une autre entreprise où il y avait beaucoup de hiérarchie, de choses comme ça. Bon j'ai fait 2 mois, je suis partie. Et pour me rendre compte qu'en fait ce qui me plaisait c'était d'être dans des petites boîtes familiales avec de l'entraide et avec la possibilité de discuter de façon humaine de ce que j'avais envie de faire, de ce qui m'inspirait à ce moment-là dans mes missions, et qu'on me laisse ou pas le choix de le faire. Donc voilà, ça c'était un petit peu comme ça. Voilà, en sortie d'école, je me voyais comme une working girl parce que c'est un peu ce qu'on nous vend. C'est ce qu'on nous vend, ça c'est clair. Et en fait, je pense que je me suis pas trop perdue parce que j'ai la chance d'être quand même pas mal reliée à ce que j'ai envie, à mon intuition, pas me laisser parasiter justement par un peu les schémas qu'on nous vend. Et j'ai fait le deuil de ça en me disant non mais en fait moi ce qui me plaît c'est d'avoir des missions qui m'animent, de faire plein de choses différentes et du coup de construire mon projet professionnel autour de ça. Ok. Qu'est-ce que tu voulais trouver dans cette organisation de ton travail que tu as mis en place qui te semblait pas compatible avec un travail à plein temps? Alors ça va être des choses un peu bêtes, je pense. Enfin bêtes, non, c'est pas bête, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi j'aime pas déposer mes enfants comme des lance-pierres à l'école pour vite courir jusqu'à ma voiture et retourner au boulot. Voilà, c'est ce que je faisais, je l'ai fait. Vraiment, je suis pas la pierre aux parents qui font ça parce que c'est jamais un choix. Non, c'est jamais un choix. Je l'ai fait. Moi, j'avais 5 minutes entre le moment où je déposais mon fils à l'école et où je devais arriver au boulot. Donc fallait pas traîner pour prendre son sac, fallait pas traîner pour mettre son manteau, fallait pas traîner pour faire un bisou, fallait vite. Et c'est quelque chose que je ne voulais plus. Voilà, je ne voulais plus courir dans tous les sens. Et en tout cas, si je courais, je voulais que ce soit un choix de ma part. C'est-à-dire que quand on a eu du local au bocal, clairement, on n'a pas molli. On a beaucoup couru. La première année d'école de mon fils, on avait l'entreprise et je me souviens que on avait fait le choix de pas le mettre à
à la garderie le soir pour pas lui faire des trop grosses journées, clairement, il y a des fois où on posait les fourchettes et je courais à l'école et je le ramenais avec nous. Mais c'était un choix de ma part. C'était pas subi. Voilà, ça c'est quelque chose que je sais que je ne voulais plus. Idem, ils sont malades ou ils sont pas en forme pour prendre rendez-vous chez le médecin. J'en avais marre de me justifier, de faire passer ma famille entre guillemets avant mon travail et de devoir toujours demander un jour. Voilà, c'était mes choix et je ne voulais plus me justifier par rapport à ça. Et ça c'est important. Voilà, s'ils sont pas bien, j'organise ma journée ou mon travail en fonction. Et c'est vrai que à chaque fois qu'ils sont malades, on se dit mais en fait quand t'es salarié, ça doit être tellement l'enfer. Nous on est tous les deux à notre compte, donc on s'en rend pas forcément compte tous les jours de cette chance entre guillemets. Dans l'entrepreneuriat, on voit souvent le côté, quand on y est en tout cas, on voit souvent le côté liberté qui coûte cher. Ça c'est clair, parce que il est clair que quand tu travailles pas, quand t'es en vacances, quand t'es avec tes enfants, personne te paye. Voilà. Donc tu travailles pas, personne te paye. C'est souvent une contrainte financière. On est quand même dans un pays où les charges sont quand même élevées. Enfin voilà, il y a tout ça. Mais il y a aussi ce côté, ton enfant il se lève avec de la fièvre. Je pense que des fois, clairement quand t'es salarié, t'es obligé de lui coller un Doliprane et lui dire va à l'école. Oui, tu vois, parce que t'as plus de jours. Ouais, voilà, attendre 10 heures qu'on t'appelle, la boule au ventre, parce qu'en fait, peut-être que tu rentres de vacances, peut-être que c'est en septembre. Moi, je vois ma grande, là, elle a été malade. Je crois qu'elle a raté 2 jours en septembre. Si j'avais été salariée, mais tu rentres de 3 semaines de vacances, tu dis quoi à ton patron? Que tu t'arrêtes encore 2 jours? Ou là, ils nous ont collé une journée pédagogique en rentrant de vacances le vendredi d'après. Je lui dis, ouais, j'ai pris une semaine pour être avec mes enfants. Et puis en fait, je vais reprendre mon vendredi parce que il y a pas école. C'est compliqué à gérer. Hein. En fait, je comprends que les entreprises, on en a eu. Oui, non mais on sait bien. Je jette pas la pierre aux entreprises. L'impact que ça peut avoir. En revanche, c'est vrai que ne pas devoir se justifier ou en fait aller la boule au ventre, demander à ton patron, pas demander, mais lui dire en fait que tu dois partir tout simplement et laisser un peu tes collègues dans la panade entre guillemets parce que tu dois aller récupérer tes enfants parce qu'ils sont malades, parce que si arbitrer, est-ce que je prends un rendez-vous chez le médecin ou pas, ou je lui colle du Doliprane et je vois si ça passe demain, c'est tout ça. Et vraiment, je trouve que en tout cas moi ça m'a soulagée de ne plus devoir faire ce genre de choix. Et après je pense que moi c'est inhérent à qui je suis, mais moi clairement poser des congés ça me gonfle. Moi remplir mes fiches de congés et devoir me faire valider mes congés pour une raison X ou Y, ah ouais mais là tu prends qu'une semaine, ça m'arrange pas, faut en prendre 2, bah ouais moi j'ai besoin qu'une semaine en fait, donc je vais pas prendre 2. Enfin voilà, c'était pour moi c'était pesant et ça allait pas avec qui je suis tout simplement. Donc c'est vrai que voilà, c'était vraiment ce que je recherchais, la liberté et l'autonomie dans le travail et dans l'organisation, c'était important et je pense qu'on y a gagné. Surtout que voilà, encore une fois, moi j'ai un conjoint qui ça va un petit peu mieux mais qui faisait beaucoup de déplacements, donc l'organisation et les enfants reposaient beaucoup sur moi. Et quand t'as un boulot à temps plein, salarié, c'est compliqué, c'est compliqué et c'est même pas qu'une question de ton boss il est pas cool, il est pas compréhensible ou c'est juste il a une boîte à faire tourner et que c'est clair. Il est obligé de faire avec tout le monde. Ouais. Mais que toi en fait t'es obligé de faire avec tes contraintes familiales et tes contraintes de boulot, etc. Complètement. En fait, c'est la rencontre de vos deux intérêts qui peut ne pas être ne pas aller ensemble. Et moi, je rajouterais aussi que ce que j'ai aimé dans cette organisation-là, garder un travail, ça m'a permis aussi, au-delà de l'aspect financier, à avoir une activité hors de la maison, même si je suis persuadée qu'on peut avoir des activités hors de tout ce qui tourne autour du foyer, même quand on est maman à la maison. Ça, c'est clair et net. C'est une question d'implication dans d'autres projets ou quoi. Mais moi, c'est passé par le travail et ça, c'était chouette. Et en même temps, en plus de tout ce que tu as dit, j'aime aussi avoir de la disponibilité mentale pour certaines choses.
Je vais te donner un exemple tout bête, mais en fait, là, pour mes enfants, je prépare un petit calendrier de l'Avent, tu sais, que tu remplis avec des petites choses. Bah, clairement, en fait, ça te prend quand même un petit peu de temps de te dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on va mettre, est-ce qu'on programme des petites activités. Moi, je voulais que les grands-parents aussi puissent mettre des petites choses et que il y ait des petits mots des grands-parents. Mais en fait, il faut expliquer le concept à chaque grand-parent. C'est pas toujours gagné. Voilà. Et en fait, ben, tu vois, ça, c'est des petites choses bêtes, mais ça te laisse aussi cette disponibilité mentale de penser à des choses qui sont loin d'être de l'essentiel, mais qui font ces petits moments de la vie avec tes enfants aussi. Je pense que si tu mets au centre que ce qui est essentiel, je suis pas sûre que tu arrives à être forcément très épanoui. Dans la même veine, moi je trouve que, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu avant d'être indépendante et du local au bocal, si on l'a expérimenté parce qu'on avait quand même malgré tout notre flexibilité, même si on avait plus de contraintes que dans mon job actuel. Mais tu pars le matin à 7h ou 7h30, tu rentres le soir, c'est 18h. Globalement, si tu bosses pas les week-ends, il te reste que ton week-end. Donc, il te reste que ton week-end pour faire ton ménage, tes courses, les sacs, tes papiers administratifs, etc. Donc la part de loisir entre guillemets, elle est assez restreinte. Et moi, j'ai appréhendé aussi le fait de personnellement, en fait, de prendre du temps pour moi et pour cultiver par exemple la part créative ou pour en fait tout simplement voir mes amis. Ou, tu vois, me dire je vais déjeuner avec une copine ce midi et ou je vais aller faire d'autres choses d'ailleurs, passer à la bibliothèque ou autre et d'avoir un peu de temps pour moi ou pour les enfants, pour organiser des choses. Et ça c'est juste génial parce que tu mets un peu plus de fun dans ton quotidien quand même que quand tu fais que de bosser. Alors bah voilà, encore une fois, comme on dit, c'est des choix qui ont des implications financières, mais à côté de ça, je me trouve plus disponible aussi pour ma famille derrière mentalement. Et pour toi-même. C'est vrai ce que tu as dit aussi, d'avoir du temps aussi sans les enfants. Je sais pas, tu veux sortir pour aller faire une marche tranquille, te vider la tête, ou tu veux aller faire quelques petites courses, voilà, tranquille, sans qu'on te ronge le crâne pour avoir des petits Suisses pas de patrouille à 4 € le pack. Voilà, et tu peux le faire. Oui. Tu peux le faire parce que tu as ce temps sans les enfants. Ça, c'est une chose qui est vraiment appréciable dans cet entre-deux entre la vie de femme au foyer et la vie en travaillant à plein temps, on va dire. C'est que il y a ces moments aussi où les enfants sont pas là, sont gardés, et tu peux trouver un petit moment. On en a parlé un petit peu dans le podcast avec Cécile, où elle disait que c'est vrai que c'est plus dur d'avoir du temps que pour toi si tu as envie de te faire une petite activité solo quand t'as une famille nombreuse et puis des enfants qui sont là tout le temps. Avec toi tout le temps. En termes d'énergie, c'est pas la même chose. Et surtout en termes de s'échapper une petite demi-heure ou quoi, c'est plus compliqué à mettre en place. Non, c'est sûr que c'est plus compliqué. Après, je pense que faut aussi être honnête avec soi-même. Moi, je pense qu'avoir mes enfants à H24, ce serait plus compliqué pour moi. J'ai trouvé un équilibre clairement dans cet entre-deux, c'est-à-dire j'ai besoin de scinder mon temps. Et du coup, en fait, sur une journée, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour les enfants, il y a un temps pour mon couple, et il y a du temps aussi pour moi. Et vraiment, en fait, c'est quelque chose que j'ai remis un petit peu dans la balance parce que, clairement, quand on avait même l'entreprise, c'était pas ce temps pour moi, il existait quasiment pas. Et en fait, ça a créé aussi de la frustration, finalement, de me dire... alors j'ai pas des ambitions très grandes mais j'ai envie de faire des bocaux mais en fait je trouve pas le temps, puis j'ai envie je serais bien allée faire un tour pour cueillir ça, j'ai pas le temps. Et oui, parce qu'on a 80 ans aussi, il faut le dire. On a des passions de personnes âgées, donc voilà, faut être pas de jugement. Non, j'aimerais prendre du temps pour aller ramasser des champignons. Vous voyez, on a c'est pas, voilà, on n'est pas sur des rêves de dingo, mais malgré tout c'était du temps que je n'avais pas ou que j'arrivais pas à m'octroyer. Et le fait de devenir indépendante et d'avoir le temps du mercredi pour mes enfants, alors
ça a été un apprentissage, hein, mais maintenant, je me culpabilise beaucoup moins de prendre du temps pour moi et pour faire toutes ces activités qui viennent en fait me nourrir et après qui me permettent de ne plus être frustrée et de pouvoir aussi beaucoup plus donner je pense à mon entourage. Parce que toi, ça a jamais été une option pour toi d'être femme au foyer? Non. Alors déjà parce que j'ai eu cette conversation déjà avec des personnes et notamment de la génération avant nous. Il y a des couples qui y arrivent et je trouve ça très bien, mais clairement je trouve que c'est de moins en moins un choix qui est envisageable parce qu'en fait le coût de la vie fait que c'est tellement la vie est tellement chère à l'heure actuelle que n'avoir qu'un seul salaire c'est beaucoup plus compliqué et je pense que moi je pense qu'il y a des gens qui aimeraient le faire, des femmes qui aimeraient être mère au foyer ou même père au foyer et je pense que financièrement ça passe pas et du coup qui ne peuvent pas l'être. Et j'ai notamment aussi beaucoup de copines qui étaient à 80% et qui sont passées à 100% parce que financièrement ça ne passe pas. Donc des fois je pense que c'est pas une option malgré tout parce que ça passe pas financièrement. Moi ça n'a jamais été une option, j'ai toujours besoin de travailler. Ouais. Alors moi je partage complètement ton avis là-dessus sur le fait que ce soit de moins en moins une option. Alors pour deux raisons. La raison financière que tu as évoquée, clairement, c'est la première raison. La deuxième, c'est le fait que ce soit mal vu. On en a parlé aussi dans un podcast, mais c'est vrai que la femme au foyer, on sait jamais trop quoi lui dire. Comme on sait pas vraiment comment elle occupe ses journées, quand on demande et toi tu fais quoi, je suis au foyer, ok, fin de la discussion. Et du coup, il y a aussi ce truc de dire voilà, c'est pas très bien vu. Moi, c'est aussi une des raisons qui m'a poussée à faire ce podcast, c'est de montrer que ces femmes au foyer, elles existaient aussi, que il fallait que ça reste un choix et qu'en tout cas, il me semble que le bonheur passe par la famille. Ça peut prendre différentes organisations, ça peut être d'être au foyer, ça peut être de travailler comme on le fait en essayant d'articuler ça avec la famille, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est très très compliqué d'articuler des carrières comme on met en avant aujourd'hui, avec des journées de travail qui sont à rallonge, des mails qui entrent à toute heure, auxquels il faut répondre rapidement, des niveaux de salaire élevés. Parfois, on peut faire miroiter des niveaux de salaire qui sont élevés, mais en même temps, on voit pas non plus la contrainte qu'il va y avoir en face. C'est-à-dire que, pas se mentir, hein, faut aussi le dire dans les écoles, les niveaux de salaire élevés, très bien, mais ça implique vraiment un renoncement sur un temps familial. Je pense que c'est la norme, entre guillemets, un petit peu qu'on nous vend. C'est quelque chose, c'est vraiment le modèle un peu qu'on nous vend en école. Et par contre, faut quand même se dire que quand t'es en école, t'as entre 20 et 26 ans, souvent t'es pas là-dedans. Et par contre, ça donne lieu à un cataclysme quand tu fais le choix de devenir parent et que tu deviens parent. Clairement, ça remet en cause toute ton organisation et tout ce que t'avais, parce que t'avais un peu prévu, parce que t'étais pas préparé à ça. Et en fait, tu te rends compte que tes aspirations, elles sont plus qu'elles étaient. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui, après leur premier enfant, font des choix de carrière ou font des choix d'organisation qui sont complètement différents et que même toi, t'aurais même pas pu envisager parce que l'enfant vient bouleverser beaucoup de choses et tu te rends compte que ce petit être, même si tu projetais toi à 25 ans que t'allais être une working girl, que t'allais bosser de 7h à 20h, que t'allais monter 3 fois à Paris et que t'allais mettre tes magnifiques talons hauts, tu te rends compte qu'en fait c'est plus du tout ce que t'avais en tête. Ouais. C'est plus ta priorité. C'est plus du tout ta priorité et que ta priorité elle a changé. C'est un petit bout qui vient d'arriver et tu te dis waouh, comment en fait je vais intégrer ça dans mon quotidien, et parce que j'ai pas envie souvent j'ai pas envie de passer à côté. Et alors des fois ton premier enfant fait que t'as pas le choix parce que t'es dans ce modèle-là et que tu dois continuer, tu peux pas tout claquer du jour au lendemain. Par contre, moi j'ai beaucoup de parents autour de moi pour leur deuxième qui te disent ouais ça nous a quand même beaucoup poussé à réfléchir notre organisation
familiale et nos carrières d'une façon différente. Et je trouve ça bien. Mais effectivement, je pense qu'il faudrait même le faire avant. Faudrait réussir à casser un peu ces codes. Oui, le travail avant tout, parce que c'est vrai que le jour où ton enfant arrive, ça vient un petit peu tout striker et t'es obligé de tout remettre en branle du jour au lendemain. Ouais. Et puis tu dois aussi remettre un équilibre déjà par rapport à toi-même, en prendre conscience qu'en fait il y a peut-être des choses, des choix que t'as fait qui vont venir rentrer en totale contradiction avec ce que tu veux maintenant. Et puis avec ton conjoint aussi, je veux dire, c'est aussi du coup ça fait aussi reprendre des choix, des orientations pour la famille. Si t'as décidé de moins bosser, ça va avoir des implications financières pour la famille. Si t'as décidé de plus travailler, clairement voilà, c'est une décision qui se prend à deux. Et tout à l'heure, quand tu parlais d'évolution, ça me faisait rire parce qu'on a déjà eu cette discussion autour du fait d'être au foyer. Et tu me disais que moi, je pourrais être au foyer parce que je trouverais, je serais plus à l'aise. Et j'y ai réfléchi à ça. Et je me suis dit, c'est vrai que aujourd'hui je pourrais, parce que j'aime bien faire différentes choses, m'impliquer dans différents projets, monter mes petits projets, mes petits podcasts, tout ça. Mais clairement, c'est quelque chose qui a évolué. À 20 ans, je rêvais de faire carrière. Jamais je me serais vue être au foyer. À 30 ans, j'avais déjà changé. Là, j'en ai 3 de plus. Ta conception aussi de ton temps, de la façon dont tu as envie de l'utiliser, elle évolue aussi avec le temps. Tes aspirations changent énormément en fonction de ta vie et voilà, donc à 20 ans, à 30 ans, quand t'es une jeune femme, quand t'es une femme et quand t'es une maman, et ça change aussi beaucoup de choses. Et comme tu dis, j'ai autant de temps dans ma journée, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui va faire que, en fait, quand je vais me coucher le soir, je vais me dire, j'ai vraiment passé une bonne journée. Et je pense que clairement, quand tu prends ce temps, cette répartition à 20 ans et maintenant, elle est pas la même. Et j'ai envie de dire heureusement. Et je suis d'accord. Alors moi, je pense que, j'ai trouvé l'idée de ton podcast hyper intéressante parce que le volet mère au foyer, moi, ma maman, elle a été mère au foyer pendant une période de sa vie quand elle a eu ma petite sœur. Et voilà, elle s'occupait beaucoup de nous et en même temps, elle trouvait beaucoup de choses à faire aussi pour elle. Je me souviens qu'elle faisait du scrapbooking, qu'elle faisait de la couture, ouais, je me souviens. voilà. Ouais. Et c'était, en fait, elle a découvert une facette d'elle aussi hyper créative qu'elle avait peut-être pas appréhendée avant et qu'elle appréhende même plus maintenant alors qu'elle s'est remise à travailler. Et je pense que ça te permet aussi de découvrir des facettes de ta personnalité dont tu n'avais pas conscience. Et vraiment, moi, je tomberais pas de ma chaise si demain tu me dis, j'ai décidé d'être mère au foyer parce que je suis persuadée qu'il y a il y a plein de pistes, en fait, pour être épanouie professionnellement et personnellement, et que l'une n'est pas obligée d'aller avec l'autre, et que tu peux très bien trouver ton équilibre en étant chez toi avec ta famille, et tu trouves plein de choses aussi pour te nourrir toi. Mais encore faut-il que ça reste un choix qui soit faisable et tenable financièrement. Même si je pense qu'on arrive à trouver de la ressource, dans beaucoup de cas, on arrive à trouver. Moi, je vois, j'ai des cas autour de moi de femmes au foyer où le mari gagne pas des milliers de cents, clairement, qui arrivent à être 5 autour d'une table, et voilà. Mais c'est vrai que ça devient très très compliqué. Ça devient très très compliqué. Et quand j'en discute avec elle, alors je pense notamment à ma cousine, j'espère qu'elle interviendra aussi sur ce podcast, mais elle dit, entre le moment où on a eu notre premier enfant, donc il y a 10 ans, et maintenant, elle dit, mais notre train de vie n'a rien à voir, parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, le prix des courses n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 10 ans, et la part qu'il représentait dans un budget familial. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça devient de moins en moins un choix. Je pense que si tu veux pas grignoter sur trop de loisirs, parce que après, faut être aussi lucide, on est des générations avec beaucoup de loisirs. Ouais. Tu prends notre génération par rapport à celle de nos grands-parents. Nos parents encore, mais nos grands-parents, moi pour en avoir discuté aussi avec des grands-mères, etc., qui me disent, oui, mais alors vous, c'est vrai que vous allez, on se prive pas sur les restaurants, on fait quand même des sorties, on part en vacances, etc. C'est des choses que eux, à leur génération, ne faisaient pas.
ou très peu. Enfin, il y a beaucoup, ça partait pas en vacances tous les ans, ça partait certainement pas en vacances à l'étranger, ça mangeait pas au resto, voilà. Du coup, c'était la femme restait à la maison. Alors déjà, je suis pas sûre que c'était forcément toujours un choix. Ouais, c'est clair. Et en plus, il y avait une part de loisirs qui était quand même pas énorme. Nous, en fait, les situations se sont inversées. C'est-à-dire qu'on on a tellement de loisirs maintenant et tellement d'envie. Alors, c'est chouette d'avoir des envies et des désirs, mais du coup, ça se finance aussi que, en fait, de rester à la maison, ça devient, entre guillemets, plus trop un choix. Voilà. C'est l'équilibre à trouver, et peut-être que aussi être femme au foyer, enfin, voilà, faire le choix de s'occuper de ses enfants à temps plein quand ils sont pas à l'école, ça implique aussi de révolutionner un peu la façon dont on s'occupe et la part de loisirs qu'on a au sein du foyer, mais ça peut être très bien équilibré aussi. Hein. Pour toi, ça veut dire quoi, faire carrière? Alors, faire carrière, j'aime pas trop cette expression, parce elle est dénuée de sens maintenant. Et pour moi, elle a une connotation négative. Ça veut dire que, par exemple, si je parle de ma situation, voilà, j'ai une petite entreprise, je suis toute seule, je suis assistante commerciale externalisée. Je suis pas sûre qu'on puisse considérer que j'ai fait carrière et que j'ai une carrière extraordinaire du haut de mes 33 ans. En revanche, j'ai pas l'impression de manquer d'ambition. Voilà. Ouais. C'est la différence que je fais moi, c'est-à-dire que j'ai pas l'ambition de faire carrière, mais par contre dans ma vie j'ai des ambitions et qui me sont propres. Et vraiment, dans la liste de mes ambitions, il y a être épanouie au travail. Donc voilà, moi, contrairement par exemple à toi ou à d'autres femmes, je ne me vois pas ne pas travailler, parce que le fait d'être nourrie intellectuellement, pour moi, passe par le travail. Voilà. On peut le trouver de différentes manières, mais moi, c'est vrai que c'est essentiellement comme ça, où il y a des jours où vraiment je sens que j'ai été nourrie intellectuellement en travaillant, et je pense que ça, c'est quelque chose qui me manquerait beaucoup. Bon, encore une fois, je l'ai pas expérimenté, donc mais le peu de temps que j'ai passé sans travailler, clairement, ça me manque. Voilà. Donc voilà, j'ai besoin d'être épanouie professionnellement, j'ai besoin d'avoir du temps de qualité avec ma famille, et j'ai besoin d'aspirer à de nouvelles choses quotidiennement, d'avoir l'impression de m'élever, voilà, de grandir et de m'élever, d'aspirer à des choses différentes. Ça, c'est mes ambitions. Et je pense qu'elles sont propres à chacun, mais faire carrière, hein, certains le font, mais je suis pas sûre que finalement c'était vraiment leur ambition et leur envie. Moi, aujourd'hui, alors que je pense que ça m'a beaucoup fait rêver, ça, faire carrière, mais aujourd'hui, je le vois presque comme une monomaniaquerie, tu vois. Je me dis, moi, j'aime bien mon boulot, j'aime bien les gens avec qui je travaille, surtout. Comme toi, je travaille avec des petits entrepreneurs, enfin, comme des petites structures comme nous, qui sont souvent des gens qui sont très très intéressants, qui sont passionnés par ce qu'ils font, ou qui qui ont envie de développer leur entreprise. Donc ça, c'est top. Mais c'est pas le seul levier d'élévation de ma vie. J'ai envie aussi de pouvoir monter des projets dans ma paroisse. J'ai envie de pouvoir faire des choses pour moi. J'ai envie d'emmener mes enfants aussi quelque part. C'est-à-dire que le temps que je passe avec eux, je l'investis en eux. Pas pour qu'ils soient l'élite de la nation et voilà. Qui fassent carrière. Et qui fassent carrière eux-mêmes. La carrière que j'ai pas pu faire. Mais pour que ce soit des êtres humains qui soient bien ancrés sur leurs deux pieds, qui soient libres. Et ça, je trouve que c'est une noble ambition qui vient s'ajouter aux autres. Il n'y a pas de raison qu'elle soit derrière le fait de faire carrière. Ouais, j'ai l'impression que faire carrière, c'est une case à cocher pour moi. Tu vois, ça résonne comme ça chez moi, c'est-à-dire, on peut considérer que j'ai fait carrière parce que j'ai occupé tel poste, j'ai été cadre, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pour moi, c'est des cases à cocher, mais je pense qu'il y a aussi alors je pense qu'il y a des gens qui font carrière et qui sont très épanouis, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont fait carrière et qui sont passées à côté de beaucoup de choses. Ouais, qui passent leur vie à attendre leur retraite. Voilà. Et qui ont oublié de faire des enfants et qu'on a une famille et qui se rendent compte en fait que dans ton entreprise t'es finalement qu'une personne parmi tant d'autres, que t'es remplaçable parce que c'est comme ça que ça marche. Oui, personne n'est irremplaçable dans une entreprise, et heureusement. Et heureusement, et je pense que c'est une bêtise quand quelqu'un est
et remplaçable justement dans une entreprise. Mais du coup, quand ils se retournent et qu'ils regardent le reste, des fois, il reste pas grand-chose. Ouais. Je trouve que c'est dommage. Et ça, malheureusement, ça se rattrape pas trop. Toi, t'es à ton compte, donc t'as pas de supérieur hiérarchique. Par contre, t'as des clients qui peuvent te solliciter sur des urgences entre guillemets, hein, mais tu peux avoir des urgences du type SAV, service après-vente, clients qui attendent, des choses. Il faut donner une instruction par exemple pour qu'une commande parte. Comment est-ce que tu fais les arbitrages quand ça arrive sur le temps où tu es en famille? Alors, les arbitrages, déjà, ils seront du départ. C'est-à-dire que moi, je pose les bases quand je signe avec un nouveau client. Je donne mes amplitudes horaires. Voilà. Donc, je dis, en règle générale, je travaille à partir de 8h30, 9h, jusqu'à 17h30 que je récupère mes enfants. Voilà. Je ne travaille pas le mercredi, je ne travaille pas le week-end. Déjà, ça pose un peu les bases. Et si tu ne réponds pas en dehors de ces heures-là, ils tombent pas de leur chaise. Ouais, non, mais c'est clair. Voilà. Oui. Après, il y a le choix du client. C'est-à-dire que je veux travailler avec des gens qui comprennent l'essence même de ce que je fais et pourquoi je le fais. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui a besoin d'être nourri intellectuellement, de faire beaucoup de choses, et j'aime travailler de façon autonome et indépendante et être force de proposition. Ça, c'est le contrat entre guillemets professionnel. Par contre, je fais aussi ça parce que je veux être disponible pour ma famille, pour mes enfants, et que je ne veux pas passer ma vie à travailler. Donc, voilà. Ça, c'est un peu les valeurs qui sont portées via mon entreprise. Et du coup, le deal, c'est de trouver des clients qui comprennent ça et qui sont un peu dans le même état d'esprit que toi. Parce que ça, c'est important, et en fait, tu te rends compte un peu à tes dépens aussi que quand la personne en face de toi ne comprend pas ça, alors elle va le comprendre les quelques premières semaines parce que elle est obligée et que tu viens de lui dire, donc c'est encore frais dans son esprit. Mais par contre, quand ça fait pas partie de ses valeurs, plus le temps passe, plus elle va oublier, et plus elle va pour le coup, elle va tomber de sa chaise quand tu décrocheras pas à 17h30 parce qu'en fait t'allais récupérer ta fille et que t'as pas envie de décrocher parce que t'es avec elle. Ouais, non, mais ça c'est vrai, d'avoir les bons clients, c'est important, et du coup ça oblige aussi à faire du tri un peu. Très souvent on a ce genre de clients comprennent quand eux-mêmes sont parents, on fait à peu près les mêmes choix que toi. Moi je suis en train de réfléchir dans mes clients, mais est-ce que j'en ai qui ne sont pas parents eux-mêmes? Je crois pas que j'ai des clients. T'en as toi qui sont pas parents et qui comprennent? Non, après moi j'ai travaillé qu'avec des hommes. Je travaille qu'avec des hommes qui ont entre 45 et 60 ans. Du coup, après c'est inhérent à mon activité, hein. Je travaille beaucoup avec dans la fourniture industrielle ou dans le pays, donc voilà. Mais par contre, ça n'empêche pas que tu puisses trouver des. Alors des fois ils vont pas forcément avoir la donnée enfant parce que ils vont peut-être avoir des femmes qui n'ont pas travaillé ou qui se sont plus occupées des enfants parce qu'ils avaient leur activité. Voilà, les rôles sont des fois inversés. En revanche, en fait, ils comprennent le côté indépendant, c'est-à-dire que eux, ils vont faire du sport des fois en plein milieu de la journée parce qu'en fait, le sport, ça fait partie de leur équilibre et que ça leur pose pas de problème. Donc, ils vont comprendre en fait la dynamique dans laquelle je suis, et voilà. Et si en fait j'ai un rendez-vous, je vais chez l'ostéo en plein milieu d'après-midi, pareil, ils vont pas tomber de leur chaise parce que je leur dis attends, je te rappelle dans 5 minutes parce que je suis chez l'ostéo. Voilà. Ils comprennent en fait cette oui, ou je te rappelle dans 1 heure, ou je te rappelle dans 2 heures, ou je te rappelle demain matin. Exactement. Ils comprennent la philosophie dans laquelle je suis, et du coup ça match assez bien. Mais voilà, je pense que c'est une question de profil, c'est une question de cadrer les choses du départ, voilà, de donner les règles du jeu, ça c'est important. Et peut-être de dire que tu peux pas réagir, parce que là on parlait des urgences, mais que tu peux pas garantir que tu seras l'heure près pour répondre. Non. Déjà quand t'es en multi-client, c'est compliqué. C'est compliqué, ça fait partie du contrat, hein. Ils savent que je leur suis pas dédiée, que il y a des fois où je serai en rendez-vous ou autre, puis il y a des fois je suis tout simplement pas disponible, et après tu en discutes avec eux, tu leur dis si quand je ne te réponds pas, moi généralement je rappelle toujours mes clients derrière, et sinon c'est s'il y a une urgence tu me mets un message,
j'ai fait le choix, c'est un choix, de ne pas avoir un portable pro, un portable perso. Donc tout le monde m'appelle sur le même téléphone. Ouais, ça a ses avantages et ses inconvénients, parce que j'ai quand même beaucoup de flux entrants. Mais en même temps, je me suis jamais sentie obligée de décrocher mon téléphone. C'est-à-dire que, en fait, je suis pas dépendante de ça, et voilà, si mon téléphone à 18h il est posé parce que je suis en train de faire un jeu de société, je fais un jeu de société. Et ça attendra des fois le lendemain. A contrario, ça m'arrive assez régulièrement, quand je vois un numéro qui m'appelle plusieurs fois le mercredi, de rappeler et de dire écoutez, je suis désolée, je ne travaille pas, enfin je suis pas désolée, mais je ne travaille pas le mercredi, j'ai vu que vous m'aviez appelé, la personne te dit très brièvement ce qu'elle a besoin, et tu lui dis écoutez, demain, première heure, quand j'arrive au bureau, je vous renseigne. Voilà, ça apaise tout le monde, les gens sont compréhensifs, ouais, c'est ça. Et ils s'excusent même généralement de t'avoir appelé plusieurs fois. Malheureusement, on vit dans un monde où tout est dû tout de suite et on est dans l'immédiateté pour beaucoup de choses, et des fois il faut remettre juste un petit peu les pendules à l'heure là-dessus. C'est ça, je pense qu'il faut être clair du départ sur ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, et en même temps ça s'accompagne aussi de choses qui sont positives pour ton client, parce que moi clairement tu vois, ils nous payent pas quand on bosse pas pour eux. C'est très flexible pour eux qui ont des petites boîtes. Ils nous payent pas quand moi je fais souvent de la prospection pour mes clients, où je vais faire je sais pas, des posts LinkedIn, des choses comme ça. Voilà, si je suis pas là pour eux, ils sont pas en train de me payer. Oui. La contrepartie de ça, c'est que je peux pas leur garantir que je suis pas en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Voilà, que je serai là forcément à la minute, quoi. Non, c'est sûr, c'est de poser les jalons dès le départ, et en fait, ça reste du travail, effectivement, sinon ils prennent une salariée ou un salarié qui sera là tout le temps, qui sera là tout le temps et dédié à leur activité. Ils ont pas, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas le même prix, et c'est pas la même expertise aussi des fois. Voilà, c'est juste ça qu'il faut qu'ils aient en tête. Mais honnêtement, je pense que du moment où tu as le bon profil en face, et que et que toi aussi t'es le bon profil, et que toi aussi tu as une conscience professionnelle, t'as aucun intérêt à laisser ton client en rade si tu peux le dépanner. Non. Voilà, si tu peux l'aider, tu le fais, et généralement tu le fais, et la fois où tu peux pas le faire, et ils le comprennent de tant mieux. Le but c'est de trouver des solutions, voilà. Après derrière, quand t'es pas derrière le PC, t'es pas derrière le PC, c'est ce que je leur dis. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as le sentiment de faire des renoncements en optant pour cette organisation de travail? Le fait d'être à ton compte, le fait de renoncer à une journée qui pourrait être payée, parce que le mercredi, personne te paye puisque tu travailles pour personne. Non, je ne suis pas payée les mercredis, malheureusement. Si quelqu'un veut me payer à ne pas travailler, c'est les deux motivations. Non, on peut signer un contrat. Je pense que parfois, ça me coûte, si je suis complètement honnête, 90% du temps, c'est hyper fluide, et je suis complètement satisfaite de ça. Vraiment, très souvent, je me dis, mais quelle chance j'ai, j'ai bien fait de me créer, en fait, cette organisation, parce que ça me convient complètement. Après, des fois, j'ai le syndrome du salarié qui revient comme ça, qui me rattrape et qui me dit là, tu pourrais être en train de travailler, et tu vois, en train d'enregistrer un podcast avec Alicia, voilà. Par exemple. Mais ça, je le combats très fort, voilà, quand ça revient, parce que c'est une bonne chose, en fait, de pouvoir s'accorder du temps, et c'est pas un gros mot, et c'est pas interdit. Je pense que ça fait partie de mon équilibre, et il faut l'accepter. Le mercredi, je pense que même quand mes gamins ils seront grands, je vais les garder. Je ferai du tricot, j'irai ramasser mes champignons. Oui, voilà. Ou tu t'occuperas aussi de tes enfants. Enfin, je veux dire, ils seront plus grands, mais en fait, ils auront aussi besoin de passer du temps avec toi, ou simplement que tu leur passes taxi. Voilà, je les emmènerai à leur multiples activités. Mais voilà, en tout cas, c'est pas pour ça qu'on doit remplir tous les blancs par du travail. Et je suis d'accord. Voilà, ça c'est un petit peu mon combat. J'aurais tendance à le faire. Et j'essaye de me remettre dans le droit chemin quand ça dévie. Mais après, des renoncements, non, j'ai pas l'impression de passer à côté de ma carrière, j'ai pas l'impression de passer à côté de ma famille. Du coup, j'ai l'impression d'être à ma juste place. Et d'être complètement raccord avec mes valeurs. Ouais, c'est ce que je veux me dire, parce que quand je vois que
ce podcast, donc j'ai eu l'idée en août. Je m'étais dit, fin septembre, ça sort. On enregistre ce podcast le 15 novembre. Il y a toujours pas un épisode qui est sorti. Je pense que ce sera janvier, j'espère. J'espère que vous entendrez ces épisodes un jour. Mais il est vrai que comme c'est pas du travail qui va m'être payé et où vraiment je me sens au travail, parce que c'est super agréable de faire ça, c'est hyper intéressant. Ça passe derrière parce qu'il y a une forme de culpabilité de prendre du temps pour faire un podcast qui va pas me rapporter, qui va pas rapporter à ma famille, qui est entre guillemets un loisir. C'est de sortir de cette productivité qu'on s'impose en permanence. Et c'est difficile parce que à partir du moment où on ne fait pas quelque chose de productif ou qui va vraiment rapporter quelque chose, on a l'impression de flâner. Mais ça fait du bien aussi de flâner. On apprend à nos enfants à s'ennuyer. Je pense qu'il faut que nous, on apprenne en tant qu'adultes. Il faut apprendre à flâner. Simplement une question sur votre couple. Est-ce que vous avez toujours été raccord avec ton conjoint sur le fait de te donner de la flexibilité professionnelle pour avoir aussi une flexibilité au niveau de la famille, des enfants? Est-ce qu'il en a toujours aussi accepté les renoncements ou les sacrifices qui allaient avec? Le sacrifice qui va avec, tout simplement un sacrifice financier de notre côté, parce que moins travailler implique moins d'argent, donc c'est ça le renoncement et le sacrifice qu'on fait. Après, l'organisation qu'on a mis en place permet à mon conjoint de continuer les déplacements, donc de pallier aussi à cette perte financière, on va dire. On a toujours été raccord, ça n'a jamais été un sujet parce que il me laisse pleinement, gérer ma carrière entre guillemets et en tout cas mes envies professionnelles. Donc quand il a été question de monter du local au bocal, il a dit ok, go, on y va. Quand il a vu ce que ça impliquait aussi financièrement, ça n'a pas été un frein. Il a conscience maintenant, alors c'était moins le cas avec l'entreprise parce qu'on bossait quand même beaucoup. Ça nous a même arrivé de travailler le week-end, travailler le soir, voilà. C'était un autre rythme. C'était clairement un autre rythme et pour le coup, on n'a pas fait ce projet-là pour être plus avec notre famille. Là, à l'heure actuelle, la configuration professionnelle que j'ai, c'est clairement le projet. Et il voit bien la souplesse qu'on peut avoir et la vie, la qualité de vie aussi qui en découle. Hein. Donc là, je pense que vraiment, on a toujours été raccord. Après, chacun a ses profils. Moi, j'ai un profil très liberté, autonomie, etc. Lui, il a un profil sécurité, donc il faut qu'il y ait un minimum d'argent qui rentre, sinon il commence à trembler, quoi, il est pas bien. Non, mais voilà, on a aussi. On t'embrasse. Voilà, on a des charges aussi, hein, donc c'est normal. Mais à partir du moment où on va dire que le minimum où le projet est viable et que ça coche les cases qu'il faut, c'est validé. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas du genre vas-y fonce s'il a pas compris que c'était un minimum encadré. Bon, je suis pas une tête brûlée non plus. Oui, voilà. C'est quand même un profil. Il faut juste le rassurer, lui dire en fait ça va tenir la route. Voilà ce que j'ai en tête, voilà ce que j'ai envie. Est-ce que ça te convient? Et la prise de risque qu'il y a autour de ça. Ça a été le cas pour du local au bocal. Quand on a monté du local au bocal, on s'est dit ok, bon, quel est le risque et qu'est-ce qu'on fait si ça prend l'eau, heureusement. Voilà. Qu'est-ce qu'on met en place derrière pour sécuriser tout ça? Même réflexion en fait sur mon activité, c'est-à-dire voilà ce qu'il me faut pour faire tourner la maison à minima. Est-ce que c'est viable? Oui, non. Et si c'est plus viable, qu'est-ce qu'on met derrière pour pas se retrouver financièrement en difficulté? Et en fait, moi j'ai toujours retrouvé du travail en une semaine, 15 jours, donc je m'inquiète pas trop. Nous, on est dans un coin où on trouve facilement du boulot. On trouve facilement du travail. C'est vrai que ça aide à entreprendre aussi. Voilà. Et puis bon, après, j'ai pas peur de prendre un boulot aussi, entre guillemets, alimentaire. Enfin voilà, en fait, qui permet juste d'être
de faire le lien entre ma boîte et puis un futur boulot où je serais peut-être plus épanouie. Enfin, voilà, c'est pas un problème. Donc c'est juste dire, ok, ce risque-là, il est minimisé, on sait ce qu'on met derrière et go. Et clairement, je pense il ne dit pas tout le temps, mais je pense qu'il voit bien aussi la qualité de vie qu'on a au quotidien. Voilà, les enfants sont malades, ils se posent pas la question, c'est moi enfin, 99% du temps, c'est moi qui vais les chercher, qui les gère, qui les emmène chez le médecin. À part si j'ai vraiment un rendez-vous professionnel important que je peux pas déplacer. Mais voilà, c'est sûr que il faut être aligné sur ces points-là et c'est important. Quelle conception de la famille tu aimerais transmettre à tes enfants? Famille, c'est ton socle, c'est ta base, c'est vraiment à la fois ce que tu construis, c'est ta propre image, c'est ton propre reflet un peu ta famille. Moi, je suis d'accord. Ça va être le reflet de l'énergie que tu mets dedans, de l'implication que tu as, et voilà. On n'a rien sans rien, donc si tu veux que ça marche, que ce soit finalement en fait ton couple quand c'est aussi ta famille de départ, et après avec tes enfants, ça va être le reflet de l'énergie que tu mets dedans, et voilà. L'énergie qu'on met tous les deux dedans en tant que parents, parce que c'est la mère, oui, mais le père aussi, la façon dont il s'implique avec ses enfants. C'est pour ça que je dis il n'y a pas qu'une seule configuration, mais nous aussi, les choix qu'on a fait par rapport au fait que je continue aussi de travailler, c'était aussi pour que lui ne soit pas obligé de prendre d'autres missions. Donc il est à son compte, mais il a aussi des missions à l'extérieur. Il est agriculteur et il a des missions aussi à l'extérieur, qu'il soit pas obligé, je sais pas, de reprendre un boulot complètement extérieur et de devenir double actif, qu'il puisse être à la maison aussi. Souvent il est là les mercredis, il prend les petits pour aller travailler un peu le soir. Ça, clairement, si je travaillais pas, ce serait on trouverait une organisation financièrement, mais par contre ce serait pas possible. Et c'est vrai que moi j'ai aussi à cœur qu'il y ait ce temps aussi avec leur père, avec moi, et que nous on ait ce temps aussi tous les deux. Ah oui, pour manger ensemble. Et c'est vrai que la famille, elle est le reflet de l'implication que les parents mettent dedans, et plus tard les enfants aussi quand ils sont plus grands. Normalement, quand tu leur as donné beaucoup de temps, j'ose espérer que tu vois, ils ont aussi en tête de te rendre aussi, dans le sens passer du temps ensemble, prendre plaisir autour d'un repas en famille, même quand ils sont grands. Enfin, voilà. Bien sûr, c'est pas en fait ta vie de famille et la famille que tu as construite ne s'arrête pas quand ils sont passés le pas de la porte ou quand ils ont pris leur sac, heureusement. Mais je pense que je te rejoins sur voilà, en fait ton couple c'est un vase communicant, c'est-à-dire que si t'es une équipe, ce que l'un ne fait pas repose forcément sur l'autre. Donc voilà, si toi tu ne travailles pas, l'autre va devoir trouver une ressource financière en fait qui va pallier à ça. Si c'est toi qui t'occupes à plein temps des enfants, forcément lui ne s'en occupe pas. Donc en fait c'est des vases communicants, et le but c'est de trouver l'équilibre un peu entre ça, et après d'impliquer tes enfants, mais aussi de faire en sorte qu'ils aient envie de s'impliquer dans ce schéma et dans cette structure. Ils sont une part prenante en fait de ta famille, de la famille qu'on est en train de construire, et c'est de dire ok, mais quelle place t'as envie d'occuper, les responsabiliser aussi par rapport à ça. Voilà, moi j'ai une grand-maman qui est grand frère. Je trouve que c'est aussi ça, faire partie d'une famille, c'est tu as le rôle de grand frère. Tout petit en fait, quel rôle tu as envie d'occuper dans cette famille, quel rôle tu as envie d'occuper auprès de ta sœur, auprès de nous, quel petit garçon tu as envie d'être avec nous, parce qu'en fait ce sera aussi le petit garçon qui sera à l'extérieur. Voilà. Mais voilà, moi j'ai envie de transmettre les valeurs fortes de la famille, c'est-à-dire que c'est l'entraide, c'est l'amour, c'est tout ça, et qu'ils puissent eux à terme construire leur propre famille de façon équilibrée, et qu'elle les nourrisse autant que moi a pu nourrir ma famille, voilà, mes parents, ma sœur, autant que me nourrit ma famille à l'heure actuelle que je suis en train de construire. Et j'espère qu'une chose, c'est que leur famille en fait leur permettra d'être autant nourris. Voilà. Mais c'est ça, et c'est les générations en fait qui se suivent, et les
micro-famille en fait qui se crée et qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres, mais sans énergie mise dedans et sans amour, effectivement, ça me paraît un peu compliqué. Si tu avais un conseil à donner à une jeune maman qui se retrouve plus dans son rythme de travail, qui lui paraît trop important, qui a l'impression de passer à côté de sa vie familiale, qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi? De se poser vraiment la question de qu'est-ce qui est important pour toi. Voilà, de poser les choses à plat très clairement, de dire ok, est-ce que j'ai envie de continuer à travailler? Oui, non. Qu'est-ce que j'envisage pour ma famille? Quel rôle en fait? Voilà, ça rejoint la question d'avant, c'est quelle place j'ai envie d'occuper? Où est-ce que je mets mon énergie? J'ai tant d'énergie dans la journée. Où est-ce que je la mets? Est-ce que je la mets uniquement dans mon travail? Ou est-ce que je mets à 90% du temps, 90% de cette énergie dans mon travail? Ou est-ce que j'essaye de mieux équilibrer tout ça parce que je me rends bien compte que je passe à côté. Il y aura toujours un temps, moi je pars du principe qu'il y aura toujours un temps pour tout. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui cette jeune maman elle était beaucoup dans son travail, ce qui était normal parce qu'elle avait que ça. Là maintenant elle est maman, donc il y a quelque chose en plus dans l'équation, hein, c'est un petit bébé. Et peut-être que là sur ce moment de vie, c'est d'être un petit peu plus avec sa famille et son bébé que d'être au travail. Mais ça veut pas dire que plus jamais elle ne pourra être plus au travail finalement. C'est juste des moments de vie et de répartir ton énergie là où tu as envie de la mettre et ce qui est important pour toi à l'heure actuelle. Voilà. Rien n'est immuable en fait et tout bouge. Donc voilà. C'est pas parce que tu fais des choix que plus jamais tu pourras revenir dessus et que voilà, tout finit par passer. Ça c'est le premier conseil pour les jeunes mamans. Et moi je pars toujours du principe que rien n'est figé. Tout bouge, donc si tu as envie de faire bouger les choses, tu peux les faire bouger. Et tu as le droit de te tromper aussi. Donc voilà, il faut pas avoir peur. Si tu sens que c'est plus aligné avec qui tu es et ce que tu as envie, faut prendre le temps de réfléchir en profondeur à ça. Après avoir dormi, bien sûr. Quelle belle parole. Quel conseil de sagesse. Non, tu prends un café, après tu réfléchis. Et après tu réfléchis à ce que tu as envie de faire. Merci Laurie. De rien, avec plaisir. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram traditionnel-8 podcast. Et je vous donne déjà rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt sur Traditionnel.